La deuxième table ronde de ce colloque concerne les transferts de compétences et la collégialité, deux mécanismes originaux prévus dans l'accord de Nouméa. Nos invités sont le haut-commissaire de la République à Nouméa, Jean-Jacques Brault, le président et le vice-président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Harold Martin et Gilbert Thuyennon, Bernard Deladrière, qui a été secrétaire général du premier gouvernement en 99. J'ai une hésitation parce que je voulais aussi préciser que vous êtes passé de l'autre côté du miroir quelques années plus tard, en étant cette fois membre de ce gouvernement. Jacques Ouadraouen, qui à Paris pilote la cellule chargée de suivre les transferts de compétences. Et enfin Jean-François Merle, qui de 1988 à 1991 a été conseiller technique auprès du Premier ministre de l'époque, Michel Rocard. D'abord peut-être, enfin sans doute même, un éclairage sur le concept de collégialité. Nos voisins suisses et belges le connaissent, l'Église catholique également, avec ses 4000 évêques. Le gouvernement central de la République est aussi un gouvernement collégial. Là, pour la Nouvelle-Calédonie, ce qui a été introduit en 1999, c'est un gouvernement collégial à la proportionnelle, et c'est bien sûr toute la différence. Je me tourne vers Bernard Deladrière en premier, parce que vous avez une particularité. Vous avez été un de ceux qui, lors de l'élaboration du statut, a plaidé pour ce concept de collégialité. Expliquez-nous le contexte, pourquoi ce concept est sorti du chapeau, si je puis dire, pour être introduit dans le nouveau statut de l'époque. Bonjour à tous. Tout d'abord, et ça ressort un petit peu de votre propos introductif, la collégialité, ce n'est pas du tout un concept original. C'est d'une banalité extrême. Par définition, tous les gouvernements du monde sont collégiaux. Donc ça n'est pas du tout ça l'originalité de l'accord de Nouméa. Vous l'avez dit, en fait, ce qui est tout à fait particulier, c'est le fait que ce gouvernement est élu au scrutin proportionnel. Alors, s'agit-il d'un vrai gouvernement? D'ailleurs, on pourra peut-être y revenir. Parce que je tiens beaucoup à une autre qualité que vous n'avez pas rappelée, c'est que je suis signataire de l'accord de Nouméa. Et donc nous n'avions pas proposé d'appeler cet organe gouvernement, je pourrais m'en expliquer. Alors, pour en revenir à la collégialité, l'idée qui a présidé à tous les accords, à tout ce que l'on fait en Nouvelle-Calédonie depuis 25 ans, c'est de ne pas faire jouer brutalement le principe de la majorité démocratique. C'est-à-dire de garantir à la minorité, en l'occurrence à la minorité indépendantiste, le fait, au niveau du pays, d'être associé très étroitement à la gestion des affaires publiques. Donc c'est pour ça qu'a été introduit ce scrutin proportionnel pour l'élection du gouvernement. L'idée, c'était bien de garantir la présence dans l'exécutif du pays de la minorité indépendantiste. Et à l'époque où nous avons négocié l'accord de Nouméa, les choses étaient simples, c'est-à-dire qu'il y avait deux blocs. Il y avait le RPCR, qui avait la majorité dans le camp, une très forte majorité dans le camp loyaliste, et puis il y avait le FLNKS. Et donc ça permettait effectivement de mettre en œuvre ce principe que la majorité associe la minorité à la gestion des affaires publiques. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, on pourra peut-être y revenir avec les membres actuels du gouvernement. Il y a aujourd'hui sept partis politiques différents qui sont représentés dans un gouvernement de 11 membres. Et donc on peut s'interroger sur la viabilité à long terme de cette structure très particulière. Alors, on entre dans la mécanique, dans le fonctionnement de ce gouvernement. Je m'adresse, c'est une question presque collective, à la double tête de cet exécutif, Harold Martin et Gilbert Thuyennon. Est-ce que, quand vous êtes arrivés tous les deux, parce que ça fait 2 ans et demi que vous participez aux 4 gouvernements successifs depuis 2 ans et demi, est-ce que vous vous souvenez des premiers moments quand vous entrez dans cette salle de gouvernement? Vous n'êtes plus dans une séance du Congrès, vous n'êtes plus sur un plateau de télé, vous êtes avec des adversaires politiques autour d'une table, dans une pièce, avec des décisions à prendre, l'un et l'autre. Expliquez-nous ce qui se passe à ce moment-là. Harold Martin ou Gilbert Thuyennon?
C'est ça le principe de la collégialité, comme le souligne très justement Caroline Macharon. Peut-être au préalable, rappeler un autre pendant du gouvernement qu'on oublie souvent de rappeler, et c'est l'article 128 de la loi organique qui le dit, c'est que le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. C'est vrai qu'on parle souvent de la collégialité, mais au-delà de la collégialité, pour faire fonctionner ce gouvernement, on a besoin d'avoir des élus partenaires et solidaires dans leurs décisions. On le sait, hein, nous sommes, on ne va pas se cacher, hein, c'est pas parce qu'on est au gouvernement qu'on a abandonné nos options politiques, loin de là. Et partant de ça, c'est la capacité des élus aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie de poursuivre dans le chemin du partage. On peut susciter, on peut indiquer qu'il y a des difficultés dans le fonctionnement de l'institution, mais la première des priorités, c'est de faire de telle sorte que ceux qui étaient à la marge de la gestion des affaires du pays hier participent aujourd'hui à la gestion des affaires du pays. Or, les élus indépendantistes au gouvernement ont toujours fait de telle sorte que l'institution ne soit pas en panne. C'est-à-dire qu'on fait valoir nos points de vue et on partage nos idées. Et on discute, parce que c'est ça, le gouvernement. On ne peut pas être collégial si, à côté de ça, on oublie souvent, quand il faut faire avancer les affaires du pays, ben, on a besoin, et on a surtout besoin de solidarité entre nous. Voilà. Alors c'est la limite du système, justement, et vous avez réussi, semble-t-il, à la contourner. La limite du système, c'est que comme le gouvernement représente la proportionnalité des forces politiques du pays, et à un moment donné, il faut, pour aboutir à une solution, trancher et arriver au consensus. Peut-être indiquer, avant que le président le dise, c'est rare qu'on soit d'accord. Pourtant, ça marche. Harold Martin. Ouais. Enfin, moi, je voudrais dire que ce que Bernard Deladrière dit d'une part et d'autre part ce que dit Gilbert Thuyedo, je partage complètement. Hein. C'est-à-dire qu'il faut d'abord bien voir, pour resituer les choses, que le vrai succès aussi de 88, c'est ce partage, ce mot qui a été utilisé à plusieurs reprises aujourd'hui, hein, ce partage du pouvoir politique et du pouvoir économique. Et le vrai succès, c'est la mise en œuvre des provinces. C'est ça qui nous permet de démarrer, que ça aille bien tout de suite, etc. Mais à cette époque, on considère qu'il est encore trop tôt pour qu'on ait la responsabilité de l'exécutif. Et donc, 10 ans après, en 98, effectivement, on dit, bah, oui, après ces 10 ans de travail en commun, ben, on va pouvoir mener ensemble l'exécutif, mais il ne faut pas qu'on aille trop loin non plus, il faut qu'on soit prudent. Donc c'est la raison pour laquelle on a un gouvernement, certes, mais on n'a pas des ministres. C'est la raison pour laquelle il est collégial. L'esprit était de faire en sorte qu'on travaille tous ensemble, qu'on tire tous la charrue dans le même sens. Et puis il y a le contre-saint, etc. Tout faire pour qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre. Voilà. Et puis ça rejoint bien la collégialité. Alors ensuite, dans les faits, vous savez, ce qui unit au gouvernement les uns et les autres, malgré tout, c'est les problèmes. Il y a des problèmes, évidemment, tous les jours. Il faut régler toutes les questions. Et ça unit. Ce que nous faisons dans notre gouvernement, pour que ça fonctionne, c'est que on s'est partagé les responsabilités. Gilbert a des secteurs importants, comme celui de la mine, etc. Je lui fais confiance. Je ne lui demande pas de m'expliquer avant de faire, parce qu'on n'en a pas le temps. Après, tous les jours, il faut mettre en œuvre. De mon côté, j'en ai d'autres. Gilbert, de la même manière, me fait confiance. Et voilà, on fonctionne comme ça. Et puis les autres membres du gouvernement, ils ont chacun aussi des responsabilités. Et c'est vrai que par rapport au premier gouvernement, les choses ont évolué. Même si aujourd'hui, on n'a pas des véritables ministres, par la force des choses, les membres du gouvernement sont devenus des ministres. Même si la loi dit qu'ils animent et ils contrôlent, aujourd'hui, ils font plus que ça. Même s'ils n'ont pas la signature, qu'au bout du compte, la signature finit chez le président, mais que, de toute façon, c'est des arrêtés du gouvernement et qu'il faut le contre-saint, etc., etc. Mais de toute façon, nos ministres, dans leur secteur, c'est eux qui font, c'est eux qui dirigent. Parce qu'on a besoin d'être performants, parce que ça va vite, parce qu'il y a des décisions à prendre tous les jours, et qu'on souhaite être efficace. Alors, dans le gouvernement d'aujourd'hui, tout pourrait être parfait. Simplement, bon, pour des raisons
politiques que l'on connaît bien. Il y en a 3 ou 2,5 qui refusent de travailler. Voilà, c'est le souci. Mais bon, ça ne nous empêche pas, malgré tout, de fonctionner. Alors après, je crois que ce qu'on peut dire, et on est à peu près tous d'accord là-dessus, c'est que 11 membres, pour aujourd'hui toutes les responsabilités que l'on a, et notamment dans le cadre du transfert de compétences, où on a des pouvoirs supplémentaires, ben ça fait un peu juste, quoi. Alors évidemment, 11 moins 3, c'est encore beaucoup plus difficile. Mais ça, c'est qu'anecdotique, ça. C'est une parenthèse de l'histoire, hein, que l'on aura vite oublié dans très peu de temps. Mais il conviendrait aujourd'hui qu'on soit un peu plus que 11. Quoi. Alors ensuite, sur la collégialité, je voudrais en dire 2 mots. La collégialité, c'est un principe de fonctionnement qui, au-delà du mot, veut dire quoi? Veut dire respect. Gilbert l'a dit, ça ne nous empêche pas, en étant d'être au gouvernement, de garder 2 options, bien sûr. Mais il appartient aussi de se respecter. Moi, je comprends parfaitement bien qu'on puisse être indépendantiste, parfaitement bien, je le conçois. De la même manière, il me semble, je ne voudrais pas parler pour lui, mais que Gilbert comprend bien que je ne le suis pas. C'est notre histoire, c'est comme ça. Et on peut tout à fait faire tous les jours ensemble. Évidemment, ce qui nous divise, c'est cette histoire de l'indépendance. Mais on sait bien aussi qu'un jour, il faudra que cette division, on commence par la gommer, même si on a déjà commencé à le faire, pour finalement trouver un équilibre entre nous. Mais ensuite de ce respect, c'est aussi un état d'esprit. La collégialité, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit et ce respect, bah, ça se résume donc globalement dans la nécessité de faire avancer les choses. C'est vrai que tout à l'heure, Marie-Claude dit, il y en a qui vivent encore dans les palétuviers. Ben oui, mais c'est une réalité de notre pays aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un seul coup de baguette magique, malheureusement. Mais quand on est au gouvernement, quand on est dans un exécutif, quand on a ses responsabilités, eh ben ça pèse de savoir que l'autre, il est effectivement dans les palétuviers. Voilà. Et puis il y a encore chez nous plein d'inégalités, alors on sait pourquoi. Et il faut les gommer. Et quand on est dans un gouvernement, eh ben on a tous ensemble cette force d'avancer pour essayer de prendre les bonnes solutions, pour faire les réformes dont la Calédonie a besoin, pour mettre en œuvre les mesures sociales que l'on a mises en œuvre ces dernières années. Il en reste encore d'autres à mettre en œuvre. Voilà, c'est ça qui unit et qui passionne. Et en même temps, ça a plutôt tendance à gommer le reste, quoi. Voilà comment ça se passe. Alors, justement, est-ce que sans anticiper sur les années qui viennent, les mois et les années qui viennent en Nouvelle-Calédonie, est-ce que cette expérience de gouvernement collégial, à la proportionnelle, pourrait survivre à l'accord de Nouméa? Et autrement dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans l'hypothèse d'une Nouvelle-Calédonie qui accéderait à sa pleine souveraineté, conserver ce système original de collégialité à la proportionnelle? Bernard de Ladrière, par exemple, si vous voulez. C'est une question qui va être au cœur, bien évidemment, des négociations dont chacun espère qu'elles pourront débuter dès le lendemain des élections de l'année prochaine, parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Il est clair qu'il y a plusieurs pistes qui sont envisagées, et je crois que si on veut favoriser l'unité du pays, et c'est une préoccupation majeure pour tout le monde, tout en ne remettant pas en cause l'existence des provinces dont Harold rappelait qu'elles avaient ramené la paix finalement, il faudrait par exemple imaginer que les présidents de province puissent faire partie de cet exécutif. Ensuite, on peut s'interroger, donc il faut absolument conserver une représentation de la minorité, mais on peut s'interroger sur l'intérêt qu'il y aurait à garantir une majorité au sein de ce gouvernement. Et donc on pourrait, encore une fois, on est là dans des propositions qui n'ont pas encore été discutées, on pourrait imaginer un système de prime majoritaire. Si on retrouve un paysage politique aussi morcelé qu'il est aujourd'hui, c'est une question qu'il faudra sérieusement se poser. Après, il y a la question du passage à de véritables ministres, c'est-à-dire chacun dirigeant sa propre administration, étant l'ordonnateur de ses propres dépenses. Ça, c'est un pas qui est très lourd à franchir parce que ça veut vraiment dire qu'il faut être d'accord sur l'essentiel. Jean-Jacques Brault, vous êtes le préfet qui, en Vendée, a eu à gérer en février 2010
La tempête Xynthia, si je l'évoque, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, ce ne sont pas les éléments que vous avez à gérer. Vous avez des hommes et des femmes qui ont un destin commun, mais des projets politiques différents. Alors, c'est plus compliqué. Comment vous vous situez? En sachant, c'est une sous-question, c'est que le haut-commissaire que vous êtes arrivé dans un pays où son périmètre de compétences s'est rétréci au fur et à mesure de ce transfert justement des compétences. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Le périmètre se rétrécit optiquement, mais en réalité, ainsi que le président me le rappelle tous les mardis matins, il s'étend. Je crois qu'il y a une demande d'État qui est proportionnelle d'ailleurs à l'arrivée ou à la proximité des grandes échéances, et que c'est vrai que textuellement les transferts s'élaborent, c'est l'esprit des accords, s'effectuent. Certains ne sont pas demandés, donc ne sont pas effectués. C'est un des sujets sur lesquels on pourrait revenir le cas échéant. Et pour autant, l'interprétation que je fais de l'article 2 de la loi organique implique que l'État doit être tout sauf appliquant la politique du chien crevé au fil de l'eau. Ou d'autres pêchent au coquillage. Donc, je pense que, comme le dit souvent le président du gouvernement, c'est vrai que humainement et budgétairement, les moyens dont on peut disposer au SARIA ne s'étendent pas, mais la responsabilité me paraît s'accroître, enfin du moins ne pas s'altérer. D'autant moins que la plus grande complexité n'est pas de travailler avec les partenaires en Nouvelle-Calédonie, c'est de faire comprendre aux administrations centrales de l'État, je me défoule avant le comité des signataires, où je devrais observer une réserve qui m'est assez étrangère. Donc c'est faire comprendre aux administrations centrales de l'État traumatisées par la réforme de l'État, la RGPP, la LOLF et autres choses chères au cœur du président Migaud, que notamment que dans un État qui est ce qu'il est, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie n'est pas une décentralisation ordinaire. C'est ce qui est plutôt dans le bourrichon de Bercy, voyez-vous. Alors c'est pas ça, c'est une décolonisation. Or, nous avons des administrations centrales qui travaillent en tuyaux d'orgue et qui considèrent que je ne veux pas m'élever au-dessus de ma condition, comme disait le précédent président de la République, mais le préfet qui est Auxerre n'est pas le préfet de la Lozère, ou même de la Vendée, ou même de Finistère. C'est une fonction tout à fait exceptionnelle. Oui, dans la République. Dans tous les sens du terme, mais c'est le seul qui siège ou est l'observateur d'une collégialité que vous avez décrite tout à l'heure. Mais ça, c'est une gageure que d'arriver à faire comprendre cette situation particulière à certaines administrations dont il est amusant de voir qu'elles sont parfois dirigées par des membres du gouvernement qui étaient eux-mêmes membres du cabinet de M. Jospin, de M. Rocard à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près oublié le sens des accords. Je ne vise personne en particulier, mais il y a plusieurs personnes qui peuvent répondre à la définition que je viens de citer. Et donc, je trouve assez navrant qu'on continue à raisonner sur le mythe d'un État un et cohérent, ce qui est au cœur du texte. Je n'ai pas les moyens d'être un État un et cohérent, je l'essaye. Alors, il est possible de faire un peu de théâtre, ça peut marcher un certain temps, mais quand on va arriver au pied du mur, ça va être compliqué. Donc, vous voyez, c'est une situation évidemment exceptionnelle sur le plan administratif et juridique, mais les moyens n'ont pas, ne peuvent suivre. Ou alors, s'ils suivent ou ils précèdent, ils ne sont pas coordonnés. Je pense par exemple à la politique du logement social qu'évoquait Mme Tchibaou ce matin, dont elle est financée, on le sait, à 85-90% par l'État, mais jusqu'à présent, on n'avait pas engagé de vrai dialogue avec les provinces sur ce sujet, dialogue qui est engagé. Donc, vous voyez, il y a un décalage sur les moyens et la façon dont, la façon extrêmement juridique dont les choses sont gérées depuis les ministères parisiens, je peux comprendre. On se focalise extraordinairement sur le mécano institutionnel et on ne voit pas tous les autres moyens qui sont mis à la disposition du représentant de l'État par la loi organique et par l'accord. D'ailleurs, monsieur le haut-commissaire, vous ne vous privez pas d'intervenir, y compris sur des compétences qui, a priori, ne relèvent pas de votre fonction. Je pense à l'économie et le social. Vous vous êtes invité, mais ça n'est pas péjoratif dans mon expression, vous vous êtes invité dans ce débat sur la vie chère.
et pour un peu, si je puis dire, pour utiliser une expression peut-être triviale, pour siffler la fin de la récré? Attendez, rectifions l'histoire. Le président Martine, le premier, m'a demandé des choses, il est là donc il pourrait le confirmer, et l'intersyndicale également. Et je les ai acceptées et je ne crois pas que je me sois invité ni que j'ai voulu tirer la couverture à moi. Et encore une fois, la lecture de l'article 2 de la loi organique, le haut-commissaire est dépositaire des pouvoirs de la République. C'est un peu l'article 72 de la Constitution, mais différent. Et donc, il n'y a aucun domaine où l'État ne doive intervenir, à mon sens. Il ne s'agit pas d'intrusion ni de substitution, qu'on se comprenne bien. Surtout pas. Mais de venir en appui, oui, en conseil si on nous le demande, et en mobilisation de réseaux ou de moyens budgétaires si on le peut. Mais pas de substitution ni d'intrusion. Avant de passer au deuxième volet de cette table ronde, c'est-à-dire le transfert des compétences, ultime question à Harold Martin et Gilbert Thuyennon. Est-ce que de travailler ensemble depuis 2 ans et demi, ça vous a permis de vous rapprocher, de mieux vous comprendre, l'un et l'autre, d'ouvrir les portes pour demain? Non, on ne se comprend toujours pas sur la vision future du pays, ça c'est sûr. Il y aurait bien un petit dénominateur commun à un moment Non, donné. mais je pense que ce qui est essentiel à dire, c'est que ce matin, ceux qui nous ont précédés dans la table ronde l'ont bien indiqué. C'est que la Nouvelle-Calédonie, elle s'est engagée aujourd'hui dans un processus différent que ce qu'on a connu avant. Donc, obligatoirement, ce qui nous lie aujourd'hui, c'est surtout l'amour du pays. Voilà. Les Calédoniens, aujourd'hui, sont capables de gérer les affaires qui les concernent, sont formés, voilà, en avance. Et puis, on l'a vu avec le bilan de l'accord de Nouméa que beaucoup de choses ont été faites, et bien faites par les Calédoniens, et ça, c'est l'essentiel. Le haut-commissaire qui est là voit bien que dans nos discussions, c'est tous les jours, c'est pas facile, c'est un exercice qui demande l'effort de part et d'autre, mais la ligne de conduite est celui de l'avenir de notre pays. Voilà. Je sais pertinemment que l'une des chances essentielles qui est issue de la fameuse poignée de main, c'est d'avoir institué dans le pays le partage. Alors on parle de collégialité au sein du gouvernement, mais pour moi c'est essentiellement du partage de responsabilité, partage de pouvoir et partage de responsabilité. Harold Martin, encore un mot avant de passer au deuxième aspect de cette table ronde. Non, je suis d'accord sur ce qui vient d'être dit par Gilbert. Alors c'est vrai que dans notre cas, on se connaissait si bien avant, déjà, hein, parce que la Calédonie est un petit pays, on se connaît tous. Gilbert et moi, on a sensiblement le même âge, enfin non, je suis un peu plus vieux, de juste quelques années. Il est maire, je le suis, enfin bref, et puis on a travaillé ensemble par le passé, au congrès, etc. Enfin, on se connaît déjà bien. Il sait que je suis plutôt sanguin et je sais qu'il est plutôt calme, donc ça équilibre les choses. Voilà comment on fonctionne. Mais honnêtement, puisqu'il y a une salle qui est importante ici, on peut dire que depuis mars 2011, on travaille ensemble, Gilbert et moi, comme avec les autres membres du gouvernement qui sont ici. Hein, je vois Anthony Lecras, je vois Sylvie Robineau, je vois Jean-Claude Briot, je vois Georges Mandaoué. On peut dire qu'on n'a jamais aucun souci, on n'a pas de problème entre nous, même si on a des options différentes. Mais je crois que c'est même avec plaisir qu'on travaille ensemble, hein, chacun avec ses qualités, ses façons de travailler et ses formules. Alors en plus, on le fait tous les mardis sous la haute surveillance du haut-commissaire. C'est vrai qu'on a des bons moments quand même au gouvernement. Des fois, c'est très plaisant. Ouais, c'est très plaisant. Mais ensuite, sur l'échange avec le haut-commissaire, juste avant, ce que je voudrais dire, c'est que les uns et les autres en Calédonie, on a toujours besoin de l'État. Et c'est bien ce que veut dire le haut-commissaire, c'est que même si l'État n'a pas forcément la compétence bien précise, il y a toujours une compétence comme de l'État, et dans tous les domaines. Si on parle d'économie, d'abord l'économie, l'État nous aide dans le cadre des contrats de développement pour les investissements. Et c'est pas rien, hein. C'est 60 milliards de CFP. Quand on parle d'économie et de vie chère,
Ben oui, on a besoin de l'État parce qu'il y a une autorité indépendante en métropole pour une autorité indépendante de la concurrence. Voilà le mot qui échappait, de la concurrence. Voilà, ça c'est l'État, voyons. Et ben, le président que je suis a besoin du haut-commissaire pour se rapprocher de cette autorité pour qu'on puisse passer une convention. Je crois que c'est comme ça à longueur d'année. Je sais que dernièrement, j'ai un peu impressionné la presse parce que la presse me posait la question du 1er janvier 2014 sur lesquels certains spéculent, à savoir la sécurité civile. En disant oui, mais alors comment vous allez faire si c'est grave, etc. J'ai répondu non, j'ai aucune inquiétude, parce que si ça nous dépasse, si ça devient plutôt grave, c'est le commissaire qui prend la main. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire de ne jamais oublier que l'État est partenaire de l'accord de Nouméa, et l'État est là, il joue son rôle, et dans tous les domaines, je peux vous dire la même chose. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, cette allusion à la sécurité civile qui sera transférée le 1er janvier prochain, et donc la transition toute trouvée pour arriver à la deuxième partie de cette table ronde. Les transferts de compétences, c'est l'un des autres mécanismes originaux de l'accord de Nouméa. C'est l'État qui transfère à la Nouvelle-Calédonie des compétences majeures. Essayons en étant simple, parce que c'est un sujet qui est aride, mais les transferts de compétences, est-ce qu'il y a, pour celles qui ont commencé à être appliquées, celles qui vont l'être, est-ce qu'il y a un calendrier précis ou bien ce sont des vœux émis par le Congrès? Comment se passe très précisément le début du processus, le processus pour arriver ensuite au transfert de compétences? Qui, le premier, émet un souhait et qui ensuite le valide et ensuite le met dans les tuyaux? Si je puis me résumer. Bernard de Ladrière. Oui, juste pour ouvrir ce chapitre-là. Là, encore une fois, les transferts de compétences, ça n'est pas du tout original. Dans tous les processus de décentralisation, il y a des transferts de compétences. Il y a eu un énorme chantier de transfert de compétences en métropole en 1980-82. Donc, ce qui est original en Nouvelle-Calédonie, c'est d'une part, il y a plusieurs choses qui sont originales. C'est que ce sont des transferts irréversibles qui sont garantis par la Constitution, alors que jusqu'à l'accord de Nouméa, même quand une compétence avait été transférée, ce qui a été le cas, les transferts de compétences n'ont pas commencé avec l'accord de Nouméa. L'État pouvait à tout moment les reprendre. Il suffisait que le législateur national légifère dans un domaine et, de facto, de jure, il reprenait la compétence. Ensuite, l'autre originalité, ça répond directement à votre question, c'est que c'est le Congrès qui est maître du temps. Un certain nombre de compétences devaient être obligatoirement transférées avant la fin du 3e mandat, mais c'est le Congrès, par des délibérations spécifiques, par des lois du pays, en fait, par des lois du pays, tout simplement, qui a décidé du calendrier. Et donc, avec le transfert de la sécurité civile, on arrive au bout du processus des transferts de compétences obligatoires. Ah, Monsieur Brault, le haut-commissaire. D'abord, votre langue a fourché, cher ami, de façon calamiteuse. Vous avez parlé de décentralisation. Ou alors c'est un aveu idéologique effrayant. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que des transferts de compétences, oui, il y en a eu dans le cadre de la décentralisation. Ah oui, d'accord, mais voilà, tout simplement. D'accord. Alors, il en reste deux, mais je ne voudrais pas... Pardon. Allez-y, sur ce thème. Oui. Jean-François Maire. Pour qu'on s'entende bien quand même sur le sens des mots, il y a eu des compétences transférées par l'État à des collectivités, mais des compétences d'exécution. Mais des compétences pour édicter la norme de droit transférées à des collectivités autres que la Nouvelle-Calédonie, il y en a extrêmement peu. On compte, pour être tout à fait exact, il y a quelques domaines dans lesquels la collectivité de Saint-Barthélemy, celle de Saint-Martin, celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent édicter la norme de droit. Mais c'est tout à fait marginal. Le transfert de compétences dont il s'agit en Nouvelle-Calédonie, c'est à la fois un transfert d'exécution, de capacité de faire, mais beaucoup plus important,
celui d'édicter la norme législative qui s'applique sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Gilbert Thuyenot, qui, je le précise, au gouvernement est chargé justement du transfert des compétences. Là, je sens que je ne vais pas être d'accord avec la table, mais dans notre esprit, le mot transfert de compétences est un peu dépassé pour nous. D'abord, l'accord de Nouméa, c'est un acte de décolonisation. Nous, au début, on n'a jamais parlé de transfert de compétences. On a parlé de transfert de pouvoir. C'est l'État qui décide d'accompagner la Nouvelle-Calédonie sur la voie de l'émancipation et de la décolonisation. Pour y arriver, la Constitution l'a inscrit de manière impérative, ce transfert. Il n'y a pas à discussion, il est transféré. Le titre, je crois, le point 3 de l'accord de Nouméa l'indique bien. Les compétences de l'État seront transférées à la Nouvelle-Calédonie. Donc pour nous, c'est impératif et c'est constitutionnel. On est passé par contre par des paliers pour être progressif, mais on parle de compétences, on parle de ce qu'on veut. Mais nous, c'est transfert de pouvoir, transfert de l'État vers un État qui va devenir souverain. Transfert de pouvoir, transfert de souveraineté. Voilà. Donc toutes les difficultés, toutes les confusions que j'entends, qui fait souvent qu'on rencontre des résistances techniques, parce que c'est vrai que dans les administrations centrales à Paris, on ne connaît que la décentralisation. On transfère des charges vers une autre collectivité. Non, c'est pas ça. Pour nous, c'est un transfert de souveraineté. L'autre résistance, c'est les divisions politiques locales. On l'a vu, notamment en matière de l'enseignement. On a transféré l'enseignement, mais on n'a pas transféré l'essence même de l'enseignement, qui était la délimitation, la détermination des programmes scolaires en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, cet aspect-là du transfert de compétences, c'est un mot voilà, c'est pour faire joli. Mais pour nous, le mot, voilà. Transfert de compétences, transfert de pouvoir. Transfert de pouvoir qui sont progressifs au fur et à mesure. Alors une question plus générale par rapport au calendrier. Depuis le début du transfert des compétences, depuis 1999, il y a eu 2 mandatures, la 3e est en cours. Est-ce que le temps a été bien utilisé dans ces 3 mandatures? C'est une question que je vais poser à Jean-François Merle, parce que j'ai vu récemment dans une vieille tribune du Monde, enfin pas si vieille que ça, c'était il y a 5 ans, et vous vous accusiez finalement un certain nombre de partenaires politiques en Calédonie d'avoir, au début de la première mandature, d'avoir un peu joué la montre pour arriver à une situation où la Calédonie ne serait pas prête, et à ce moment-là, ça empêcherait de prendre des décisions, bonnes ou mauvaises, mais des décisions. Jean-François Merle, vous regrettez ce que vous avez écrit dans Le Monde, ou alors, à la lumière de ce qui s'est passé dans les 2 autres mandatures, vous corrigez un petit peu la copie 5 ans après? Je crois que c'était il y a 5 ans. Les choses sont assez... Il y a des faits, indépendamment des opinions qu'on peut avoir. Quelles sont les compétences qui ont été transférées pendant la première mandature? Quelles sont celles qui ont été transférées pendant la 2e, pendant la 3e? Je veux dire, si on avait voulu suivre un rythme de montée en charge... disons, raisonnable du point de vue de ce que ça représente pour assimiler des règles nouvelles et pour assimiler des tâches nouvelles, on aurait peut-être étalé les choses un petit peu mieux. Ça se serait appelé de la programmation. Très honnêtement, on n'a pas l'impression que ce se soit passé comme ça. Et il me semble qu'une des raisons pour lesquelles on en est là, c'est que certes, comme l'a dit M. Deladrière, le transfert est irréversible, mais en plus, il y a eu un débat à un moment dans la classe politique calédonienne pour savoir si c'était vraiment obligatoire. C'est-à-dire que le fait qu'il faille une délibération du Congrès pour fixer les modalités, le calendrier exact, autoriser le président à signer les conventions d'un certain nombre de matières avec l'État, laissait penser à certains que, oui, on pouvait, mais on pouvait aussi ne pas. Or, je crois que là-dessus, il a fallu un peu de temps pour que chacun intègre le fait que non seulement c'était irréversible, mais en plus, ce n'était pas optionnel.
Il y avait un certain nombre de compétences pour lesquelles le Congrès a la possibilité de les demander le cas échéant, mais il y en a toute une série pour lesquelles ce n'était pas optionnel. Et je crois que là, effectivement, il y a eu cette maturation nécessaire. Alors, enfin nécessaire. En tout cas, elle a eu lieu. Donc moi, je regrette pas d'avoir dit qu'on aurait pu peut-être suivre un rythme un peu différent, parce que ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que ça représente pour un pays comme la Nouvelle-Calédonie, avec son administration, ses responsables politiques, économiques, etc., un bouleversement qui est loin d'être négligeable. Il faut assumer les responsabilités de secteurs entiers qui sont importants. Alors non pas qu'il n'y ait pas déjà l'expérience, parce qu'après tout, ça fait très longtemps que la Nouvelle-Calédonie exerce la compétence en matière fiscale, par exemple, qui est certainement une des compétences les plus ardues, les plus techniques à exercer. C'est la même chose en matière de droit du travail. C'est pas quelque chose de simple, le droit du travail. Or, ces compétences, la Nouvelle-Calédonie les exerce depuis longtemps. Donc ce n'est pas une question de technicité ou une question de capacité. C'est vraiment une question d'appropriation, de se rendre compte que désormais, c'est les autorités de la Nouvelle-Calédonie qui ont la compétence pour fixer la règle de droit qui s'applique et pour fixer les modalités de leur mise en œuvre. Et ça, je crois qu'il y a besoin, c'est quelque chose qu'il est nécessaire aussi de faire partager à l'ensemble de la population, parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va de soi. Sur le calendrier des transferts de compétences, Harold Martin, vous souhaitiez apporter votre réponse. Ouais, sur cette question de transfert de compétences, ce que dit M. Merle, il a raison. C'est vrai que ça a été une difficulté pour nous. C'est vrai qu'à un moment donné, la classe politique s'est interrogée, bien sûr. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que tout à l'heure, j'ai dit que la mise en œuvre des provinces, la provincialisation, ça avait été le succès des accords de Matignon. Je peux dire que le transfert de compétences est un des éléments fondamentaux de l'accord de Nouméa. Et qu'il y avait donc un calendrier de transfert, et on arrivera à la 3e mandature de l'accord de Nouméa en 2014 en ayant respecté le calendrier de transfert. Effectivement, on s'en sort bien. Alors, il y a eu une période, un peu de doute, c'est ce que disait M. Merle, mais ça vient du fait aussi que, après les transferts automatiques, dès la mise en œuvre du premier gouvernement en 1999, après, c'était un choix, c'est-à-dire que c'était au Congrès de dire quelles compétences sont transférées l'une après l'autre. Et c'était compliqué parce que, M. Merle vient de le dire, il y a des transferts qui n'étaient pas aussi évidents, même si la Calédonie avait une certaine expérience en la matière. Par exemple, nous sommes compétents sur la fiscalité depuis 1946. Alors ça, effectivement, c'est simple. Mais il y avait d'autres secteurs qu'on n'avait jamais assumés. Et on a eu une période de flottement parce qu'on se méfiait des difficultés, c'est-à-dire la capacité à assumer la responsabilité et puis tous les problèmes liés au financement de cette capacité, de cette compétence. C'est-à-dire que tous les élus, les 54 élus, se sont dit à un moment donné, mais quand on va transférer, par exemple, l'enseignement, est-ce qu'on est sûr qu'au cours du transfert, l'État, toujours soucieux de faire des économies, ne va pas nous rouler un peu? Ben oui, parce que l'enseignement, c'est 50 milliards. Hein. Alors, vous voyez, si on se fait rouler de 10% sur 50 milliards, ça fait une somme. Et puis, comme chaque année, le coût de l'enseignement, il augmente, ça finit par faire des sommes phénoménales, quoi. Donc, c'est un peu tout ça qui nous a, à un moment donné, qui nous a fait réfléchir. Et on a perdu un peu de temps. Mais vous savez, moi, je voudrais reprendre l'anecdote de raconter l'affaire suivante, c'est que en 2007, lorsque je suis devenu président du gouvernement, je me suis rendu compte qu'on était en panne dans le transfert. Et c'est l'époque où j'ai été voir le Premier ministre de la France, M. Fillon, pour lui dire on n'a pas avancé sur le transfert, il faut qu'on le fasse, parce que si on ne réalise pas ces transferts, ce sera l'échec de l'accord de Nouméa. L'échec de l'accord de Nouméa. Il faut le faire. Sauf qu'il faut nous aider,
parce qu'on n'a pas la capacité à le faire par nous-mêmes. Il faut que l'État nous aide, il faut que l'État nous mette des experts à disposition pour qu'on puisse aller au fond des choses, pour qu'on puisse se rendre compte des coûts, pour qu'on fasse le tour de toutes les situations, qu'on réalise bien les difficultés qu'on va avoir à régler, etc. Et le Premier ministre de la France à l'époque l'a bien compris, et je voudrais le dire ici, parce qu'il s'agissait de François Fillon, qui n'était pas forcément au départ lié à l'accord de Nouméa, enfin, qui ne faisait pas partie du groupe politique qui l'avait négocié. Mais François Fillon nous a mis à disposition les experts qui nous ont permis d'avancer. Et ce sont donc toutes les premières missions que l'on a eues sur 2007-2008 pour pouvoir travailler ces dossiers. Et ça n'a pas été évident. Transférer l'enseignement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 50 milliards. Mais au-delà, eh bien, il y avait l'ensemble des professeurs, leur statut, leurs avantages, leurs droits, etc. Comment régler tout ça ? Et ça nous paraissait extrêmement difficile. J'avoue que, par exemple, sur l'enseignement du second degré, moi, je considère qu'au bout du compte, on s'en est sorti un peu par miracle. Parce qu'on a tous considéré que ça allait être compliqué et qu'il y aurait des contentieux et qu'il y aurait des réactions vives d'un certain nombre de nos profs qui avaient dit jamais, etc., etc. Mais finalement, tout s'est bien passé. Pourquoi ? Parce que l'État a mis des moyens considérables. C'est-à-dire qu'en fait, le transfert a été tout simple, puisque les enseignants gardaient leur statut, et puis c'est l'État qui continue à les payer. Donc on n'avait pas le souci du coût de l'opération. C'est pour ça qu'on s'en est bien sorti, et finalement, dans le calme, sans réaction particulière, etc. Et pour chaque compétence, ça a été un peu des situations particulières qu'il a fallu régler. Et c'est vrai que l'État nous a apporté une aide massive, quoi. Et puis, en finale, il y a aussi un transfert qui nous a posé beaucoup de questions, c'est celui du transfert du droit civil et du droit commercial. En 2008, la mission venue de métropole, avec un ancien procureur général, c'était pour nous dire, sur cette compétence, voyez-vous, il faut que vous y renonciez, parce que vous n'en serez jamais capable. C'est trop compliqué pour vous, vous n'avez pas les juristes, vous n'avez pas la capacité, vous ne pourrez jamais faire. Et puis quand celui qui vous le dit était un procureur général en Nouvelle-Calédonie, vous avez une petite tendance à le croire. C'est la raison pour laquelle les 54 élus du Congrès, les 54, compris donc les indépendantistes, on s'était mis d'accord pour dire c'est trop compliqué, on ne va pas en sortir, on va repousser cette compétence, on mettra ça plus tard. C'était tous mis d'accord. Et dans la modification de la loi organique en 2009, on avait rédigé le petit amendement qui allait bien, pour se donner du temps, pour dire non, on transférera, mais un jour, quand on sera prêt. Et puis, c'est aussi la force de l'État, de ses convictions et de ses institutions et de ses hommes. C'est le Conseil d'État, monsieur qui est ici, qui est venu nous dire, mais pas du tout, vous n'êtes pas prêt, c'est de votre faute, donc on va vous donner 2 ans, mais au bout de 2 ans, il faudra le faire. Hein. Et la modification de la loi organique en 2009, ça n'a pas été dans le sens qu'on voulait, ça a été juste 2 ans supplémentaires. Et il n'y avait pas le choix, on s'est jeté à l'eau, là encore, avec l'aide massive de l'État, il y a eu beaucoup de difficultés, mais on y est arrivé. Et je parle de ça parce que je crois que ce qui est vraiment important de dire, c'est que les uns et les autres, on n'y croyait pas, finalement, on l'a fait, et on peut dire aujourd'hui que tout va bien, et surtout, c'est que les professionnels du droit en Nouvelle-Calédonie, que sont les avocats, les notaires, les huissiers, etc., étaient absolument contre, ils étaient vent debout contre. Aujourd'hui, ils ont tous tendance à dire que c'est mieux ainsi et que c'est une bonne chose d'avoir transféré. Alors pourtant, il a fallu trouver des solutions qu'on n'imaginait pas au départ, aller passer une convention avec telle autorité indépendante de l'État, comme l'établissement des normes comptables, comme le H3C pour la question de nos commissaires aux comptes, pour l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, etc., etc. Donc tout ça en un temps très, très court, hein, mais en tout cas on l'a fait. Et je vois personne aujourd'hui, alors qu'il y avait un débat qui était puissant sur le sujet, je vois personne aujourd'hui qui vient nous dire « vous avez eu tort de faire ce transfert, on régresse », c'est-à-dire on repart en arrière. Non, tout le monde s'accorde à dire finalement, ce transfert, ça nous permet d'évoluer favorablement. Pourquoi ?
Ben parce que le code civil, pourtant on pouvait croire qu'en Calédonie on avait un code civil comme ici en métropole. Ben non, notre code civil en Nouvelle-Calédonie, pour des raisons X et Y, de lois qui n'avaient pas été transférées, etc., c'était un véritable gruyère. Ben aujourd'hui, on a un code civil, un véritable code civil, et on a un document, et tout est dedans. Idem pour le droit commercial, où là encore, il y avait un retard absolu, il y avait des pans entiers qui n'avaient pas été transférés, on ne savait plus si ça s'appliquait, si ça ne s'appliquait pas, etc. Et bien aujourd'hui, on a un document qui est clair. C'est la raison pour laquelle je dis que les professionnels du droit, aujourd'hui, ben, ils ont une tendance à applaudir. Alors, il y en a toujours quelques-uns de mauvaise foi qui applaudissent un tout petit peu. Mais le plus grand nombre, ils applaudissent bien. Donc voilà quelque chose de réussi. Mais là encore, il ne faut pas se tromper, et je voudrais le dire ici, c'est bien grâce à l'aide massive de l'État. Parce que sans l'État, on n'aurait pas réussi à faire ça. Sans l'État, je peux dire qu'on se serait planté. Parce que là, je vous raconte à toute vitesse, c'est facile. Mais parce qu'il y a eu des fonctionnaires de l'État, et notamment à la chancellerie, qui ont travaillé pour nous, et beaucoup travaillé, pour qu'on puisse mettre tout ça au point, et que tout ça puisse fonctionner. Donc aujourd'hui, on s'en sort bien, voilà, mais avec l'État. Et je pense que l'État pourra dire que dans le transfert de compétences, essentiel pour l'accord de Nouméa, l'État aura joué son rôle jusqu'au bout. Et j'aurais même tendance à dire encore un petit peu plus, quoi. Si ma mémoire est bonne, Bernard Deladrière, vous souhaitiez apporter tout à l'heure quelque chose? Oui, deux précisions. Tout d'abord, ça a été brièvement évoqué par Harold, mais il faut se souvenir que 6 mois après la mise en place du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il fallait tout inventer, hein, puisque pendant des décennies, ça avait été le gouverneur et le haut-commissaire qui assuraient l'exécutif. Donc 6 mois après, il a fallu digérer des transferts de compétences extrêmement importants. Et j'ai en face de moi le premier directeur de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, Joël Viratel. Donc on a eu un premier transfert en matière d'enseignement, les programmes de l'enseignement primaire, le contrôle pédagogique, la formation des maîtres. S'y ajoutait le commerce extérieur, les principes directeurs du droit du travail et tout le droit minier. Donc c'est un épisode qu'il faut bien avoir en tête. La deuxième chose que je tiens à rappeler, s'il y a eu ces hésitations, si on est allé jusqu'à demander de manière consensuelle la modification de la loi organique pour faire passer en réalité certaines compétences obligatoires dans le chapitre des compétences optionnelles, c'est parce que chacun a réalisé qu'il ne fallait pas transférer pour transférer. Ce n'est pas un mécano juridique pour se faire plaisir. À chaque fois, on doit se demander si c'est dans l'intérêt des populations de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'après le transfert, on apportera un meilleur service, une meilleure qualité aux Calédoniens? C'est ça qui est essentiel, et c'est pour ça que ces interrogations, cette préparation difficile étaient tout à fait légitimes. Alors il y a ce qui se passe à Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, il y a aussi ce qui se passe à Paris. Jacques Ouadraouen, vous êtes à Paris le directeur de la cellule qui coordonne les transferts de compétences. J'imagine que c'était important, capital, d'avoir quelqu'un, un interlocuteur des ministères à Paris. Comment vous êtes perçu par les différentes administrations? Parce que ces transferts de compétences, c'est quelque chose, on l'a déjà dit à plusieurs reprises ce matin et cet après-midi, quelque chose d'extraordinaire. Comment vous êtes perçu par vos interlocuteurs parisiens? Alors donc, moi je dirais que je reprendrai un peu les termes du haut-commissaire qui disait qu'effectivement il faut lutter contre les administrations centrales qui forcent en tuyau d'orgue. Et c'est un peu pour ça que cette cellule, au fait, a été mise en place. C'est pour accompagner et venir en appui de tout le processus de transfert qui commence à Nouméa. Vous l'avez dit, pour que ça démarre, il faut que le Congrès prenne sa décision, que le Haut-Commissariat prend le relais et qu'ensuite, effectivement, Paris se met au service. En quelque sorte, on est là pratiquement pour faire du service après-vente, puisque le tout, c'est pas de transférer, comme on l'a dit ici. Transférer sur le papier, c'est beau, mais l'exercer, c'est autre chose. Et l'exercer, il faut des hommes. Et il faut des hommes formés. Et donc, aujourd'hui, vu la taille de la Nouvelle-Calédonie et sa capacité, elle n'a pas atteint la masse critique. Donc, effectivement, il faut bien, à un moment donné, que l'État puisse accompagner. Et ce mot est un mot qui est très important. Accompagner, ça veut bien dire marcher à côté et puis surveiller que tout se passe bien. C'est pas être devant. Hein, donc, ça veut dire que la Calédonie est devant et l'État, elle accompagne. Alors, c'est vrai que le travail de cette cellule, qui a été mis en place à la demande du Premier ministre au dernier comité des signataires, est bien là pour venir en appui, notamment sur les compétences qui ont déjà été transférées. Et là, c'est un point important parce que transférer une compétence, c'est très bien,
Mais ensuite, la faire vivre, c'est autre chose. Ça a été rappelé, et il y a eu de l'encre qui a couru dans le journal pour parler du droit des assurances. Alors, on a beaucoup parlé. Bon, mais c'est un exemple typique de transfert où, effectivement, et là on rejoint un petit peu la position des administrations centrales qui dit une fois qu'on a transféré, on se lave les mains. Et donc, nous, le travail, c'est de se dire non, une fois que la compétence est transférée, c'est pas fini. Parce que derrière, il faut accompagner la Nouvelle-Calédonie pour que les Calédoniens se mettent en capacité, donc, de pouvoir conduire, gérer ces compétences. Et ça passe par la formation des hommes, ça passe justement par de l'accompagnement, par de l'appui. S'il faut de l'expertise supplémentaire, eh bien, il faut le prodiguer. Et quand ça coince, eh bien, on doit pouvoir se mettre autour d'une table pour que les choses évoluent. Et c'est le travail de cette cellule qui est, comme son nom l'appui, c'est une structure interministérielle d'appui au transfert de compétences. Ça veut dire que ce n'est pas cette cellule qui conduit les transferts de compétences. Tout se passe à Nouméa et nous, on vient seulement justement pour débloquer les choses, pour que les choses avancent, pour pas que la machine se grippe et pour que, effectivement, vous savez, on a parlé du droit civil et du droit commercial, c'est une compétence qui est énorme. Quand on voit les batteries de juristes qui travaillent sur cette matière, quand on essaie de le transposer en Nouvelle-Calédonie, ben, finalement, on en prend peur. Mais c'est aussi là un point important de cette transfert de compétences, c'est à un moment donné que les Calédoniens, effectivement, se prennent en main. Et le rôle de l'État, c'est bien de les aider, à un moment donné, d'assumer et d'assurer ces transferts de compétences, autrement en assumant ses compétences. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans les transferts de compétences, on a eu un petit peu des choses qui sont variables. Hein. Sur l'enseignement du second degré, par exemple, on a transféré, hein, c'est très bien. Mais en fait, on se rend compte que les profs, c'est encore des profs qui sont expatriés. Donc, finalement, est-ce qu'on a fait un vrai transfert? En tout cas, c'est transféré. Mais ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Il y a encore du boulot derrière. Et ça veut dire qu'en matière de politique publique, de formation des hommes, eh bien, il va falloir donc travailler pour que, en se donnant le temps de former les hommes, pour que demain, ces Calédoniens puissent assumer pleinement donc, ces compétences. Donc le rôle de cette structure, c'est bien une table autour desquelles on a une quinzaine d'experts, et justement, à la demande de Nouméa, du Haut-Commissariat, c'est de mobiliser en fonction des questions qui sont posées, les experts, pour les faire travailler sur les sujets demandés. J'imagine qu'il y a certaines compétences qui sont plus faciles à transférer que d'autres. Je pense à l'aviation civile, où quand il y a des conventions qui sont passées, où le travail est déjà, pas mâché à moitié, mais déjà bien engagé. Ah, ce sont des sujets... Bon, c'est vrai que l'aviation civile a été transférée en début d'année, hein, donc... mais je crois qu'il ne faut pas... Une partie déjà des compétences avait déjà été transférée. Oui. C'est pour ça que je dis qu'elle est peut-être plus facile, celle-ci, à transférer que d'autres. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Parce que entre ce qu'on écrit et ce qu'on fait, en général, il y a de la marge. Et je crois que ce travail, c'est effectivement de ramener les choses pour qu'à un moment donné, c'est un peu comme en Calédonie, quand on a du bétail, on met dans un couloir de contention parce qu'on est sûr qu'il ne va pas bouger. Et après, on le fait avancer. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on doit se mettre à un moment donné pour, quand il y a des soucis qui se posent, eh bien, déjà qu'on identifie le problème qui se pose et qu'on essaie de voir comment on peut le régler et comment on peut apporter des solutions qui soient des solutions logiques. Alors, une ultime question qui a déjà plus ou moins été abordée tout à l'heure par Jean-François Merle. Quand vous évoquiez que quand une chose est de transférer une compétence, une autre chose est de se l'approprier. Si vous pouvez développer cette idée que vous avez esquissée tout à l'heure. Ça veut dire que j'ai cru comprendre que selon le type de compétences, les uns et les autres, dans la classe politique calédonienne, avaient peut-être moins d'appétit, moins d'attrait pour certaines que par rapport à d'autres. Oui, si vous voulez, c'est vrai que la matière juridique n'est pas toujours quelque chose qui paraît quelquefois complexe, voire distant. Et en même temps, c'est quand même ce qui fixe les règles du vivre ensemble. C'est quand même autour de ça qu'on sait comment fonctionne ou pas une société. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'expression serait à retrouver aujourd'hui. Peut-être plutôt que transfert de compétences, faudrait-il utiliser la même expression que celle de nos amis québécois qui parlent de rapatriement des pouvoirs. Vous voyez, quand ils disent que la capitale fédérale, Ottawa, a un certain nombre de pouvoirs, ils veulent se les rapatrier. Et ça indique bien
qu'il y a besoin de prendre conscience finalement que c'est localement, désormais, que seront, dans un certain nombre de matières essentielles, fixées les règles applicables. Moi, il m'est arrivé à différentes reprises de voir, par exemple, un certain nombre de gens qui trouvaient que l'environnement était insuffisamment protégé en Nouvelle-Calédonie. Oui, sauf que l'environnement est depuis longtemps une compétence de la Nouvelle-Calédonie et plus une compétence de l'État. Donc on ne peut pas à la fois vouloir l'exercice des responsabilités au plan local et se tourner vers l'État autrement qu'en matière d'appui, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit aussi bien par le président Martin que par Jacques Ouadraouen sur ce point. La question, c'est que il y a un certain nombre de domaines dans lesquels je ne suis pas certain que le droit qui a été transféré, il a été transféré dans l'état où il était applicable à la Nouvelle-Calédonie à un instant T. C'est-à-dire qu'on a dit à partir de cet instant, ce n'est plus le Parlement français qui légifère, c'est le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais est-ce que pour autant, l'état du droit applicable était totalement adapté aux réalités calédoniennes au moment où il a été transféré? Je n'en suis pas sûr. Alors, il y a eu ce travail que le président Martin a évoqué sur le droit civil, le droit commercial, pour revisiter un petit peu tout ça, et c'était bien nécessaire, parce que les administrations centrales, elles sont aussi... elles regardent ça comme la poule regarde le couteau, disons que elles ont une conception des transferts qui est totalement celui de l'abandon. Or, je ne crois pas que ce soit dans cette logique-là qu'il faille se placer. Il y a donc tout un travail d'accompagnement sur la mise à jour de la norme de droit, et à la fois la mise à jour par rapport à ce qu'elle est au moment où elle est transférée, et puis par la suite, parce que c'est aussi quelque chose qui évolue. Alors, il y a des domaines dans lesquels jusqu'ici, il y a une étudiante d'ailleurs de l'Université de Nouvelle-Calédonie qui a fait une étude, une thèse, il n'y a pas très longtemps, en disant qu'elle avait trouvé que sur le plan fiscal, c'était un peu l'apanage d'une partie des forces politiques de la Nouvelle-Calédonie et que les autres semblaient s'en désintéresser singulièrement. Moi, j'ai été content de voir qu'il y avait désormais une commission de la fiscalité au Congrès, avec une présidente est ici, et que ça peut être quelque chose de mieux partagé et de mieux pris en compte collégialement que ça n'était le cas peut-être par le passé. Et de la même façon, il y a un certain nombre de domaines, le droit social, qui ne sont pas forcément... pour lesquels il faut aussi songer à associer la société civile, les syndicats, le monde économique. Je pense que sur tout ça, il y a un travail véritablement d'appropriation. Ça fait partie... Le destin commun, c'est aussi, d'une certaine manière, la maîtrise de ce destin commun. Et la maîtrise de ce destin commun, elle passe par la maîtrise des règles qui font qu'on vit ensemble. Et dans les domaines où c'est désormais la responsabilité de Nouvelle-Calédonie, je crois qu'il y a un vrai travail de prise de conscience partagée, à la fois par les responsables politiques et par les forces de la société civile et par l'ensemble de la population, ce qui est un chemin assurément compliqué. Une dernière intervention de Bernard de Ladrière. Après, ça sera à vous, public. C'est aussi votre table ronde. Je voudrais revenir sur cette notion d'appropriation des transferts de compétences. Alors, sur la question de la mise à jour du droit, il y a le travail énorme dont Harold a parlé, avec l'aide de l'État, en particulier en matière de droit civil et droit commercial. Pour moi, l'appropriation, c'est autre chose. L'appropriation, c'est avant de transférer une compétence, d'avoir un projet. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un mécano juridique, il ne s'agit pas de se faire plaisir, il s'agit de faire les transferts dans l'intérêt de la population. Ce qui est un petit peu dommage, si on devait tirer le bilan
c'est encore un peu tôt, même si on a commencé à le faire, de l'accord de Nouméa, c'est que, je dirais, contraint par ce calendrier constitutionnalisé, même si le Congrès gardait un petit peu une marge de manœuvre, on a transféré avant d'avoir un projet. Et c'est notamment le cas en matière d'enseignement. Malgré les initiatives qui ont pu être lancées par les uns et par les autres, nous n'avons toujours pas réussi à nous mettre d'accord sur un projet pour l'enseignement en Nouvelle-Calédonie. Et la compétence a été transférée. Et donc je crois qu'à l'avenir, puisqu'il reste encore quelques compétences à transférer dans la prochaine étape, ça serait absolument essentiel, avant de demander un transfert, de s'être mis d'accord sur un projet, de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce transfert. C'est ça qui est essentiel. Merci, messieurs.